Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, on va parler des derniers épisodes de Love is Blind France, pour le meilleur et à l'aveugle, et de la réunion et du gossip qui entoure tout cela. Je vais commencer par vous prévenir direct. Ah là là, c'est... Comme on dit chez moi, c'est un manger cochon. Un truc. Je crois que c'est l'une des pires saisons de Love is Blind que j'ai vues de ma vie et je suis trop déçue. Trop déçue. Franchement, sincèrement, la qualité n'était pas au rendez-vous. C'est pas la qualité des gens, parce que ce sont des humains, c'est pas ça, mais en termes de drame, en termes de montage, en termes de gestion des conversations entre les gens pendant la réunion, I don't know, it was all a bit shit, ok? Mais je vais prendre couple par couple, personne par personne, et on va essayer de poursuivre l'analyse comme les 2 premiers épisodes que j'ai faits. Je vais pas vous mentir, j'avais un peu la flemme de faire celui-ci parce que franchement les gens ils m'ont fatiguée. Je me suis dit mais c'est pas possible que des personnes adultes se comportent de cette façon. Sorry, not sorry. Mais je vais faire de mon mieux pour vous donner l'analyse la plus objective et professionnelle possible. Ah ouais, franchement, les derniers épisodes et surtout la réunion, ça m'a fatiguée. Mais c'est parti, on y va. Je vais commencer direct par Yannick et Tatiana, parce que je sais que c'est sur eux que je vais avoir le plus de trucs à dire, et une fois que j'aurai dit ce que j'ai à dire sur eux, le reste, ça va aller. Yannick et Tatiana, ils ont rompu avant les mariages. Donc ils ont arrêté avant les mariages, on a vu une grosse dispute entre Yannick et Tatiana, notamment parce que, enfin, je sais plus c'était laquelle, mais il y avait une histoire de elle qui voulait qu'il déménage là où elle habite avec son fils. Lui, il a dit, on peut en discuter. Elle a dit non, nanana, que c'était un gamin qui passait pas à l'action, qui voulait pas s'engager, etc. Bref, donc ils ont rompu. Et moi, j'avais très envie de voir la réunion parce que je me demandais si on allait avoir un peu plus de clarté sur ce qui allait se passer. Et franchement, la réunion, c'était n'importe quoi. Pour ces deux-là. J'ai pas du tout apprécié comment ça a été mené. Tatiana n'a pas laissé Yannick parler. Elle lui a d'ailleurs dit « Je ne vais pas te laisser continuer » quand il parlait. Objectivement, j'ai pas aimé ça parce qu'en fait, pour moi, c'est une réunion, c'est l'occasion, la dernière occasion, entre guillemets, pour que sur la plateforme Netflix, chacun ait pu dire sa vérité. Et t'as pas laissé le gars parler, en fait. Et pour moi, elle n'a que répété ce qu'on voyait déjà dans la saison. Et donc, j'ai rien appris. Et je me rappelle être très frustrée. J'en ai parlé à mon mec. J'ai dit, mais putain, mais je comprends rien. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas ne pas comprendre. Et je comprends rien à leur dynamique. Je comprends pas qu'est-ce qui l'a causé comme problème. Je comprends pas ce qui l'a dérangé. Enfin, c'est pas spécifique et précis pour moi, quoi. J'étais super frustrée. Parce qu'en gros, tout ce qu'elle a dit, c'est que il voulait pas s'engager, qu'il passait pas à l'action. Et j'étais là, quelles actions? Qu'est-ce que tu attendais de lui? C'était pas clair. Elle m'a dit, j'ai du mal à exprimer mes besoins, j'ai du mal à dire ce que je demande, mais j'attends que la personne en face puisse savoir. Je suis là, mais meuf, non, ça n'existe pas. La télépathie, pour l'instant, voilà. Et à chaque fois qu'Yannick a essayé de s'exprimer, de raconter comment c'était pour lui, par exemple, il disait, j'ai écouté tes besoins, j'en ai même pris note, et bam, elle le coupe, je te laisse
pas continuer parce que toi, tu parles qu'en théorie, tu passes pas à l'action. Et moi, j'étais là, quelles actions tu attendais, Tatiana? Quelles actions? Parce que moi, la sensation que j'avais, c'est que les seules actions qu'elle attendait, c'était qu'il déménage pour habiter dans sa zone, qu'il puisse s'engager à prendre en charge certains frais financiers, de ce que j'ai compris, et qu'il soit présent à certains rendez-vous, il est en retard. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était les 3 trucs, mais j'ai pas vu où le mec, il a péché dans le sens où, voilà, enfin, j'ai l'impression que c'était juste des situations non résolues, en fait. Notamment le truc de déménager, ben, pour moi, c'est clairement une grosse décision de vie de déménager. Et donc, c'est normal que tu puisses pas la prendre comme ça avec quelqu'un que tu connais que depuis 3 semaines et dont tu connais pas la vie. Enfin, tu sais même pas où elle habite. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, plein de choses comme ça où je dis, quelles actions, Tatiana? Et Yannick, il était complètement effacé pendant cette réunion. Il ne disait rien. Il avait les yeux un peu bouffis. Et moi, c'est pas que je veux prendre parti pour l'un ou pour l'autre, mais moi, j'aime comprendre. Et j'avoue que je n'ai pas compris spécifiquement ce que Tatiana reprochait à Yannick, à part qu'il voulait pas faire ce qu'elle voulait qu'il fasse. C'est la seule chose que j'ai compris, c'est ça. Et lui, ce qu'il a dit, et voilà, qui permet de capter un peu, c'est que à chaque fois qu'il était en désaccord avec elle, ça n'allait pas. Je suis ok. Donc c'est ça en fait. C'est ça le problème. C'est qu'il faut pas être en désaccord avec Tatiana. Ok, j'ai capté. Et je me suis dit, donc c'est ça. C'est que j'en sais rien en fait. Je vous jure, cette réunion était super frustrante parce que j'ai pas vu 2 adultes avancer leurs arguments et leurs raisons et tout de façon calme et posée. J'ai vu une personne régler ses comptes, ne pas laisser l'autre personne parler. Et personnellement, n'étant pas exposée à ce genre d'échange dans mon quotidien, c'est très étrange. Je suis désolée, peut-être que j'ai l'air un peu condescendante en le disant, mais c'est super rare dans ma vie de voir des conversations comme ça où quelqu'un te dit je vais pas te laisser finir de parler. Bref, en tout cas, c'était super frustrant. Et du coup, j'étais en mode, mais elle a fait exactement pareil que dans toute la saison de Love is Blind, c'est qu'elle n'écoutait pas. Dans les capsules, elle n'écoutait pas. Même quand Yannick lui disait je tiens à toi, tu es la première, elle était en train de pleurer, elle disait oui, mais machin, elle n'écoutait pas. Quand ils se disputaient, elle n'écoutait pas. Et là, à la réunion, elle n'écoutait pas. Et donc, on ne peut pas être en relation avec quelqu'un qui n'écoute pas. C'est impossible. Et après, j'ai eu d'autres informations parce que j'ai été écouter un autre épisode de podcast où Yannick intervenait. Bah, du coup, j'étais moins frustrée parce que je comprenais mieux son point de vue qui n'avait pas été exprimé dans la réunion. Parce que c'est pas une question de prendre parti ou pas, mais c'est juste, tu veux comprendre la dynamique, en fait, et c'était impossible à comprendre. Mais un truc que moi, j'avais l'impression, au global pour Tatiana, parce que Tatiana avait la même position 1 an après la fin de l'émission, c'est-à-dire à la réunion. Elle a pas changé, elle a pas évolué, elle a juste dit, il veut pas s'engager, il passe pas à l'action, et donc moi, je me concentre sur prendre soin des autres, mon enfant, ma famille, tout ça. Et donc, il n'y a pas eu vraiment d'évolution, de prise de conscience, on dirait, entre la fin du tournage et la réunion. Et moi, la sensation que j'ai, encore une fois, je ne connais pas ces personnes et pour moi, ce sont des personnages parce que tu ne peux pas connaître l'étendue d'une personne humaine en regardant quelques heures sur Netflix. Je le répète à chaque épisode, mais c'est pour que personne ne vienne me taper parce que je sais que ce sont des vraies personnes. Mais là, je parle de ce que je peux voir. En fait, Tatiana, ça a l'air dans cette émission d'être quelqu'un qui n'est pas prêt à être en couple, en fait. Je ne sais pas comment ses relations passées ont été. Je ne sais pas comment ses relations passées ont été, peut-être que c'était très difficile, mais pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à être en relation avec une autre personne. Parce que la relation la plus importante de sa vie, c'est la relation avec son fils. Ce qui n'est pas tant que c'est un problème, mais c'est que il y a une relation qu'elle n'entretient pas du tout, c'est la relation avec elle-même. Quand je vois Tatiana, je vois quelqu'un qui est focalisé sur son enfant, qui ne pense pas à l'amour même pour elle, ce qu'elle veut construire déjà pour elle et qu'elle veut partager avec son fils. Elle est avec son fils, ils sont une espèce de binôme et il n'y a pas de 3 possibles, il n'y a pas de 1, 2, 3 possibles, il y a 2 plus 1. Il n'y a pas de Tatiana plus un mec, il n'y a pas de Tatiana plus son fils, il n'y a pas de son fils plus son futur mari, il y a nous deux d'un côté et une pièce rapportée. C'est impossible que ça fonctionne, ça peut pas faire famille en fait. Ça peut pas faire famille si on prend pas 3 individualités qu'on veut mettre ensemble. Vous captez ce que je veux dire ou pas? Vous pouvez me dire sur Instagram si vous captez. Mais moi, j'étais dans cette situation, donc pas exactement la même, mais dans une situation similaire. Et en fait, j'ai vraiment capté ce truc que c'est un peu moi plus mon fils contre toi, Yannick. Pas moi avec mon fils avec toi. Et donc, dans ce cas-là, c'est impossible d'être en relation avec quelqu'un, sauf si la personne en question, donc ton futur mari, choisit totalement d'effacer son individualité et de créer un espace pour que juste toi et ton fils vous puissiez évoluer. Ou sa priorité absolue, c'est toi et ton fils. C'est pas toi, c'est pas lui, donc ce futur mari, et toi, c'est je fais tout pour eux.
Et donc, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est trouver quelqu'un de très sacrificiel qui va s'effacer pour te laisser toute la place avec ton fils pour que vous soyez épanouis, ou quelqu'un de très dominant qui va juste t'écraser en fait. Pour moi, c'est les deux options que je vois. Si tu choisis pas d'être une personne individuelle, qui est certes mère, qui est certes dans un couple, mais qui est d'abord en relation avec elle-même. Moi, c'est vraiment le truc que j'ai capté et je me suis dit c'est trop dommage pour Tatiana. Parce que tant que il y aura cette espèce de rigidité et de contrôle, et j'en ai déjà parlé dans un épisode avant, de rigidité et de contrôle de ma vie est comme ça, ma vie peut pas changer, c'est comme ça, comme ça, comme ça, c'est très difficile de laisser rentrer quelqu'un dans ta vie en fait. C'est très difficile. C'est la même chose quand on est par exemple célibataire, qu'on est habitué à certaines choses et qu'on est subitement en couple, tu dois laisser l'espace à l'autre. Eh ben c'est pareil, là tu as une dynamique avec ton fils, vous avez votre binôme, vous êtes peut-être comme ça depuis longtemps, bam, il y a quelqu'un d'autre qui vient, cette personne elle doit pouvoir avoir une place. Et là, elle ne laissait pas de place à Yannick, clairement. Après, Yannick, moi, je le connais pas, il a sûrement des torts. Je n'ai pas vu, en fait, de mes yeux, ce qu'il avait fait de si grave pour qu'elle dise qu'il ne voulait pas s'engager, parce qu'à chaque fois qu'elle parlait de son fils, il disait, il n'y a pas de problème. Franchement, à chaque fois, il disait, non, il n'y a pas de problème avec ton fils. Et je pense qu'il est sincère, parce que sincèrement, la plupart des gars, si ton fils les dérangeait, ils seraient pas allés jusqu'aux fiançailles. Moi, je pense. Mais en tout cas, bref. Et donc, du coup, c'est pour ça que je suis un peu triste pour Tatiana, parce que je me dis, c'est une meuf qui s'est oubliée dans un cadre en fait et qui du coup prend pas forcément soin d'elle et se donne pas l'espace de recevoir l'amour qu'elle aurait pu recevoir. Après, ça se trouve, Yannick, c'est vraiment pas la personne pour elle et c'est complètement ok, il y a pas de souci. Peut-être c'est pas lui. Peut-être que quelqu'un d'autre, une autre personne aurait pu trouver le chemin pour lui permettre d'ouvrir ça. Mais voilà, et pourquoi je dis que c'est une situation que je connais, j'ai pas une situation exactement pareille, mais c'est similaire. En fait, quand j'ai rencontré mon chéri, il était tuteur de son neveu. Et donc, ils étaient à deux. Ils avaient déjà ce fonctionnement à deux. Et il a commencé une relation avec moi. C'était très important que je m'entende bien avec son neveu, bien sûr, parce que son neveu, c'est devenu aussi ma responsabilité. On l'a gardé avec nous jusqu'à ses 18 ans. Et donc, du coup, pendant 4 ans, forcément, c'est ma famille. Mais en fait, c'est intéressant, mais toutes nos décisions, on les a pas prises à deux. C'est-à-dire, moi et mon chéri, on les a prises à trois. On a fait un gros déménagement. Dans la réunion, Tatiana a dit que tu peux pas changer un enfant d'école en décembre. Bah si, tu peux changer un enfant d'école en décembre. Si tu as choisi de le faire, moi je connais plein de gens qui l'ont fait. Nous, on l'a fait. Il a quitté le lycée, on était en plein mois de décembre, on a déménagé de Paris à la Guadeloupe. Après, c'est notre choix, c'est-à-dire qu'on a réfléchi, on a discuté, on a échangé, on lui a demandé ce qui fonctionnerait pour lui, on a réfléchi à ce qui fonctionnerait pour chacun d'entre vous. Mon travail, le travail du chéri, les études du petit, son basket, il faisait du basket aussi, il avait certains engagements. Enfin voilà, normal. On est une famille. On est une famille. À partir du moment où on choisit de faire union, tu choisis de te marier avec quelqu'un, vous êtes une famille à trois. Et ça m'a... Ouais, franchement, ça m'a touchée. Et j'y repensais. Je me disais, l'autre problème de ça... Et là, franchement, je parle pas vraiment de Tatiana, mais je parle pour vous qui m'écoutez, parce que cette émission, c'est juste un prétexte pour qu'on discute et pour qu'on réfléchisse, en fait. Voilà, voir les différents points de vue, les différentes perspectives. Moi, il y a une chose qui me gêne aussi, c'est quand un enfant est considéré comme une raison pour laquelle on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Je suis pas fan de ça en fait, parce que les enfants, ils sont hyper flexibles, ils sont très compréhensifs, ils sont on board de ce que tu veux du moment que tu leur expliques et que tu sais, ils sentent que tu le fais pour leur bien en fait et que tu les emmènes quelque part. Parce qu'il y a des familles qui font des trucs de ouf avec leurs enfants, qui voyagent dans le monde entier avec leurs enfants, qui s'empêchent pas de vivre avec leurs enfants. Et quand j'entendais Tatiana, mais j'avais l'impression d'entendre une femme qui s'empêchait de vivre pour son enfant et qui est en fait quelqu'un de très sacrificiel et qui attendait en face quelqu'un aussi de très sacrificiel. Et j'avais la sensation que quand elle disait tu fais pas les actions, c'était tu te sacrifies pas alors que moi je me sacrifie pour mon fils. Et I don't know, je commence à faire mes anglicismes, mais j'ai vraiment senti en fait, de la peine venant d'elle et une grosse difficulté à naviguer cette situation, de laisser rentrer quelqu'un, de s'ouvrir à l'amour et de laisser rentrer quelqu'un qui va amener une dynamique complètement différente de ça à laquelle tu es habitué. Et ça fait peur parce que quand tu es maman célibataire, tu veux protéger ton enfant à tout prix. Moi, j'ai grandi avec une maman célibataire, moi j'ai grandi avec ma mère et sa priorité c'était quoi? C'était notre sécurité. Et donc forcément, tu as peur. Mais dans ce cas-là, te marier, et c'est quelque chose d'énorme en fait. Tu vas pas dans Love is Blind, hein. Tu te maries après avoir fréquenté quelqu'un 2, 3, 4 ans.
si c'est ça, tu vois, parce que tu prends un énorme risque en allant dans une émission comme Love is Blind, de faire rentrer dans la vie de ton fils quelqu'un que tu connais depuis seulement 6 semaines. Donc voilà, franchement ça, cette partie de la réunion m'a trop saoulée parce que j'ai pas aimé ne pas comprendre en fait. J'ai trouvé que c'était déplacé de pas laisser les gens parler. J'ai trouvé que les autres, là, Teddy Riner et sa compagne, quand elle a dit je te laisse pas finir, pour moi ça aurait dû être non, 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 laisse-le finir s'il te plaît, on veut avoir son point de vue parce que c'est pas cool. Bref, et donc comme moi je vous laisse son point de vue, parce que celui de Tatiana c'est le même cohérent depuis le début, il a enregistré un podcast avec Kim et Charles où là il partage un peu plus de son contexte et de ce qui s'est passé. Et c'était un peu ce que j'avais cru comprendre de son point de vue, mais voilà, c'était plus clair, parce qu'enfin on comprenait c'était quoi sa vision des choses, parce qu'on l'a pas vu. Et l'une des choses qu'il a dites, et qui est vrai si on regarde au montage, c'est qu'on ne le voit quasiment pas dans l'émission, on ne voit pas sa vie, on ne le voit pas beaucoup parler, il est très effacé, on ne le montre pas. Ils ont montré le salon de Tatiana, la maison de Tatiana, la mère de Tatiana, plein d'histoires avec Tatiana, on n'a rien vu de la vie de Yannick, et donc on ne pouvait pas se faire d'idées sur lui. Et je fais, mais c'est pour ça qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, dans un épisode que j'ai enregistré, je disais, mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur lui. Mais en fait, c'est parce qu'on n'en montre pas beaucoup. Et il disait que par rapport au 50-50, où elle disait, moi, je veux pas le 50-50, et lui, il a dit, moi, j'adhère pas trop à ça. Et voilà, ça veut dire qu'elle pourrait pas être en couple avec quelqu'un au SMIC. Et ben les gens ont supposé qu'il n'y avait pas d'argent, sauf qu'il en a. Il a plusieurs entreprises, ça, on l'a vu direct sur... Les gens, ils sont allés chercher sur Instagram direct. Il a plusieurs entreprises, il est successful, ça se voit qu'il il a des sous, enfin, ça se voit. Et en fait, dans l'épisode de podcast, il disait que pour lui, c'était même pas ça la question, en fait, de comment on gère l'argent et tout, parce qu'à la rigueur, ils auraient pu trouver un terrain d'entente. Mais ce qui l'intéressait, c'était la personne en elle-même. C'est quoi ses valeurs, c'est quoi son ambition. Voilà, c'est comment elle voit les choses, en fait. Parce que il y a l'intervieweuse qui lui a dit, donc toi, c'est plutôt, t'as pas besoin de savoir si la personne, elle a du poisson, t'as besoin de savoir si elle sait aller pêcher. Et il disait, c'est exactement ça. Et en fait, j'ai trouvé que c'était parlant parce que, tu vois, tu peux admirer l'ambition de quelqu'un et ce qu'elle met en place, même si elle n'est pas encore arrivée là où elle doit arriver. Et je pense que c'était un peu ça. L'autre chose aussi, c'est que, il avait déjà dit un peu dans la réunion, mais il a expliqué un peu plus là. Il a dit qu'à chaque fois qu'il disait à Tatiana non, physiquement, elle le prenait mal. Ça se voyait que c'était pas entendable, en fait. Quand il a dit, j'ai besoin d'aller dormir chez moi une nuit pour me remettre, elle a dit non. Il est allé quand même, c'était pas entendable. Et en fait, c'est quelqu'un à qui il ne pouvait jamais dire non, il pouvait jamais, jamais être en désaccord, il fallait toujours aller dans son sens. Compliqué! Et donc voilà, je sais pas. Yannick, après, les gens, ils disent oui, il a fait ça pour passer à la télé et tout. Franchement, moi, je pense que tous, ils font ça pour passer à la télé et pour avoir, enfin, de la notoriété parce que tout le monde sait que Love is Blind, ça permet d'avoir des followers sur Instagram. Et lui, il a été casté. Et en fait, je sais pas si j'avais dit ça dans un épisode ou pas, mais la plupart des hommes dans Love is Blind, ils sont castés. C'est-à-dire qu'on vient les chercher sur Instagram ou sur les applis de rencontre. C'est le cas de la plupart des hommes et souvent les femmes, elles postulent. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent biaisé. On a l'impression que les femmes, elles sont un peu plus engagées, mais c'est parce que... Alors, je sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas, lui, il a été casté, il l'a dit. Et dans beaucoup des autres franchises, souvent on va aller chercher quoi. Et voilà, donc eux ils auraient jamais pu fonctionner parce que Yannick il est un peu trop détendu et nonchalant et il essayait de comprendre, d'arrondir les angles. C'est quelqu'un, j'ai remarqué aussi, il faisait attention à ses mots dans l'émission, je sais pas s'il le faisait pour ne pas avoir de backlash, mais dans le podcast il avait l'air assez similaire. Il fait attention à comment il parle pas en mal, par exemple il a pas parlé en mal de la mère de Tatiana, et donc on sentait pas beaucoup de forcément passion, il s'emportait pas beaucoup, et c'est limite, avec quelqu'un comme Tatiana, il aurait fallu quelqu'un, je sais pas, je vous ai dit, soit qui s'écrase, soit qui domine, mais essayer d'être égal à égal, c'était compliqué en fait. Voilà, donc moi j'étais super frustrée de cette réunion parce que je trouvais que la communication ça n'allait pas, et quand ils parlent de la communication ne va pas, c'est for real, pour de vrai. Mais en tout cas, je leur souhaite le meilleur à tous les deux parce que je pense que tous les deux fondamentalement, je pense que ce sont des bonnes personnes qui méritent des bonnes choses. J'espère qu'ils trouveront le chemin. J'espère du fond du cœur que Tatiana va apprendre à prendre soin d'elle, ouvrir son cœur et ne pas avoir le sacrifice comme modèle de couple. Et vraiment comprendre que si ton partenaire te dit non ou qu'il est pas d'accord ou qu'il veut faire différemment, c'est pas contre toi en fait, c'est parce que lui aussi il a sa façon de voir les choses et qu'il a ses besoins et c'est un être humain, hein, il faut qu'il ait sa place.
Et Yannick, il est jeune, il est beau gosse, ça va aller pour lui, hein, je m'inquiète pas. Je sais pas à quel point c'était clair pour lui dans quoi il s'embarquait, parce qu'il a été casté 2 semaines avant le début. Donc voilà, ça peut expliquer ce que je disais au début, il avait l'air un peu trop relax et détendu. Il disait qu'il était super fatigué parce qu'il avait dû organiser beaucoup de choses pour être là. Et le podcast, si vous voulez l'écouter, je vous dis tout de suite qui l'a fait. Le podcast, si vous voulez l'écouter, il est avec Bip Sonore. C'est une femme qui s'appelle Shira qui l'a créé et j'ai bien aimé les échanges. Ça a vraiment permis de mieux comprendre. Parce qu'on n'est pas là pour juger, mais on est des observateurs et on veut comprendre. Et ça m'a permis de mieux comprendre. Ok, j'enchaîne avec les autres. Ça ira plus vite, promis. On a ensuite Chloé et Alex, très mignons, ils se sont mariés. C'était ceux qui au début ça allait, mais Chloé finalement, Alex était pas super amoureux en fait. Et du coup, ça s'est vu et même juste avant le mariage, il était même pas sûr de lui au final. Et finalement, il a dit oui et Chloé était aux anges et a dit oui aussi. Et moi, j'étais là, j'attends de voir. J'attends de voir parce que c'est étrange de te marier avec quelqu'un que tu n'es pas sûr d'aimer ou même t'as même pas des sentiments pour la personne. Genre, tu dis, elle compte beaucoup pour moi, j'y tiens beaucoup. Ça me semblait pas assez pour le mariage. Comme dit, comme fait. Ils sont séparés à la réunion, ça n'a pas tenu et les sentiments se sont pas développés. Et pour moi, franchement, je trouve que les deux ont été un peu irresponsables de se marier, sachant que tu savais pas si tes sentiments étaient vrais et deux, t'es en face d'un gars qui sait pas s'il t'aime. Je sais pas, ça me semblait beaucoup. Mais bon, après ils étaient tous les deux contents de s'être donné la chance, mais je sais que personnellement, le mariage, je considère que c'est un engagement énorme. Et il y a tellement de difficultés quand on est dans un couple, c'est-à-dire qu'on traverse tellement de choses, pas seulement dans notre interaction à nous, mais il y a tellement de choses de la vie qu'on traverse, de choses du quotidien qu'on traverse, en lien avec nos familles, en lien avec nos boulots, en lien avec des coups durs, que la personne à côté de toi, tu dois savoir que c'est ton roc solide. Ça peut pas être quelqu'un qui n'est même pas sûr de t'aimer. Ça doit être quelqu'un, tu sais que tu peux t'appuyer dessus à 2 300 000%. Et c'est pour ça que je trouvais que se marier alors que, tu sais pas si le gars t'aime, et deux, tu sais pas si t'aimes la meuf, c'était un peu léger. Mais bon, ça c'est un jugement, clairement. J'ai dit que je jugeais pas, mais en vrai, qu'est-ce que je fais d'autre à part juger? Soyons honnêtes, Livia. Mais bon, après, ils regrettent pas, ils ont l'air contents d'être l'un avec l'autre, mais ça n'a pas tenu. Et pour être honnête, je me rappelle même pas c'était quoi la raison, mais ça m'a pas étonné de ouf, j'avoue. Ensuite, on a Thomas et Kim. Thomas et Kim, ils sont allés jusqu'au mariage. J'avoue, plus ça avance, plus j'aime bien Kim. Hein. Je suis désolée, elle était super méchante au début, mais c'est quelqu'un, je sais pas, et même en ayant vu la réunion et en l'ayant écouté dans le podcast, je l'apprécie encore plus, mais je l'ai un peu mieux comprise. Thomas et Kim, ils sont allés jusqu'au mariage, et Kim était trop belle. Et elle a dit non. Elle a dit qu'ils avaient trop de différences et qu'elle n'arrivait pas à passer au-dessus. Thomas avait l'air un peu choqué. Mais voilà. Et après, à la réunion, ils étaient très complices, très amis. J'aime bien parce qu'à un moment, Kim m'a dit que oui, tous les messages qu'elle a reçus sur Instagram, c'était pas très sympa, mais que bon, elle sait qu'elle est hautaine, donc elle accepte. Et j'ai bien aimé qu'elle admette qu'elle est hautaine. Et puis, toi m'a dit, mais non, t'es pas hautaine et tout. Et voilà. Un truc que je peux dire sur Kim, qui m'a un peu étonnée, c'est que ça m'a pas étonnée. Donc, quand j'écoutais le podcast, elle expliquait que sa mère avait fui la guerre au Vietnam, qu'elle travaillait dans un restaurant, son père travaillait à l'usine, je crois que ses parents ont un restaurant. Et donc, j'avais ce soupçon que Kim, c'était première génération à avoir des sous, quoi. Et j'avais entendu une autre personne dire ça sur Insta, qu'en fait, on dirait que Kim, ça fait pas longtemps qu'elle a de l'argent. Et c'était la sensation que j'avais également, parce que elle y donnait tellement d'importance au code et au paraître. Et je me disais, mais si t'as grandi là-dedans, c'est juste tellement normal que tu vas pas le relever à chaque fois, tu vois. Genre, tu rentres dans un resto, tu t'extasies. Oh mon Dieu, j'adore ce resto à Paris. Si c'est normal pour toi, c'est une banalité, en fait. C'est genre, tu vas manger là tous les samedis, j'en sais rien. Enfin, voilà. Et en fait, elle y prenait tellement de soin. Et je me disais, pourtant, elle est très nouvelle riche, en fait. Et puis, je suis allée voir son Instagram. Et c'est vraiment un Instagram d'une meuf, un petit peu influenceuse, qui voyage, qui est dans des beaux endroits, dans des beaux hôtels. Mais genre, comme nous, on fait tous quand on voyage, quoi. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de Kim où elle se comporte comme si elle était descendante de la reine d'Angleterre? Enfin, tu vois, genre, on dirait que c'est des générations et des générations de code qu'elle veut pas lâcher. Et après, j'ai compris. Parce qu'au fur et à mesure, en écoutant le podcast et puis en regardant la réunion, j'ai compris. En fait, Kim, c'est quelqu'un qui, comme ses parents, a beaucoup travaillé pour avoir ce qu'elle avait. Et qui donne beaucoup d'attention
au travail, à ses responsabilités et au fait d'honorer ses parents. Et pour elle, elle a atteint un certain statut social, peut-être un statut financier, peut-être un certain standing qui représente ce travail, qui représente tout ce qu'elle a accompli. Et elle voulait continuer d'avancer vers ça et valider ça. Et je me demande si pour elle, aller avec Thomas, c'était pas un retour en arrière, en fait. C'était pas comme si, entre guillemets, elle déshonorait tout le chemin que ses parents et elle avaient parcouru. Vous captez ce que je dis ou pas? C'est la sensation que j'ai eue en tout cas, parce que je me suis dit que, regarde, Prince Harry s'est bien marié avec Meghan. Enfin, je veux dire, si Prince Harry a pu se marier avec Meghan Markle, je pense que Kim peut aller avec un gars comme Thomas. Enfin, on parle pas d'écart aussi énorme. Et en fait, je pense que c'était plutôt ce qui représentait. Et le truc, c'est qu'après, en fait, il y a eu des scandales sur Thomas. Il paraît qu'il a pas mal d'ex qui sont sortis de TikTok, là. Donc des ex avec qui il semblerait qu'il avait été violent psychologiquement. Une ex, la fameuse Éléonore dont on parlait, où je disais, oh, c'était pas très grave qu'il lui envoie des textos. Et bien, visiblement, oui, parce qu'il paraît qu'à Éléonore, il disait que ce qu'ils avaient, c'était fake avec Kim. Et que limite, il a envoyé des photos où il disait, voilà, on fait encore du fake. Donc, je sais pas pourquoi il faisait ça. Est-ce que c'était pour la visibilité? Peut-être, hein, parce que ça en donne. Mais en gros, voilà. Et Kim, elle a beaucoup hésité à dire oui. Et elle disait, putain, mais t'imagines si j'avais dit oui. Donc, drame avec Thomas, qui était en fait Two-Face, hein, qui avait l'air très gentil et qui pourtant, voilà. Et puis émotionnellement, ça avait du mal à coller parce que Thomas, c'était quelqu'un de très émotionnel, il était très sensible. Et Kim en face, on voyait qu'elle voulait tenir l'espace pour lui, mais la meuf, elle était pas sur ça. Et Thomas, j'ai pas grand chose à dire sur lui en vrai parce que pour moi, c'est un personnage assez banal, je suis désolée, mais c'est pas un mec hyper spécial en fait. En vrai, il y a beaucoup plus à dire sur les meufs que sur les gars. Ensuite, on poursuit, on avait Charles et Julie. Donc Charles et Julie, c'est eux où franchement Julie elle a fait le chemin d'apprécier Charles pour qui il était, même si physiquement elle était pas attirée. Charles c'était un peu le chouchou de tout le monde, très green flag et tout. Et il y avait des doutes quand même avant de se marier et finalement ils ont choisi de se marier parce que niveau cohabitation ça frottait un peu et c'était pas trop ça. Finalement ils ont décidé de se marier, le mariage était très mignon et puis à la réunion on apprend qu'ils ont divorcé. Et oui, donc jusque-là, pas de mariage dans Love is Blind France pour le meilleur et à l'aveugle. Sauf peut-être, surprise, tout à l'heure, je vais vous en parler. Et du coup, ils ont divorcé. Et pendant la réunion, là, c'était pareil. Elle a beaucoup parlé, Julie. Et en gros, de ce que j'ai compris, Charles lui a demandé de l'espace pour qu'il puisse respirer et prendre du recul parce que ça devenait intense émotionnellement entre eux. Elle a très mal pris, elle a pris comme un rejet, comme de l'abandon. Il y avait des histoires d'ex qui envoyaient des textos, un tas de dramas. Enfin bref, je vous laisse regarder parce que franchement, ça m'a fatigué ça aussi. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que Julie était très, 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 très émotionnelle et que, en gros, ce qu'elle attendait de Charlie lui a pas donné en fait. Et elle voulait, je pense, être acceptée à tout prix telle qu'elle était, avec toutes ses émotions, toutes ses blessures, tous ses traumas. Et Charles, c'est un mec, mais je le vois depuis le début, il a des limites assez bien placées en fait. Même s'il le dit pas de façon hyper explicite, on sent que c'est quelqu'un qui sait qui il est et qui va pas se laisser balloter de droite à gauche, il est assez sûr de lui. Et moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a des personnes qui vont dire, ouais, Charles, en fait, c'est un connard, peut-être que c'est un manipulateur et tout. Moi, j'y crois pas. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pendant la réunion, il disait pas grand-chose. Il aurait pu se défendre, il aurait pu retourner le truc, il aurait pu dire du mal de Julie, mais il s'est exprimé quand on lui a donné la parole, il a essayé d'exprimer comment il ressentait les choses, assez calmement, il était assez réservé, mais pour moi, il a expliqué, et elle s'emportait, elle disait, oui, mais t'as fait ça, oui, mais t'as fait ci, oui, mais... Et en fait, c'est une femme vraiment blessée, quoi. Il l'a blessée. Pour le coup, il l'a blessée. Après, je pense qu'il l'a blessée parce qu'au final, ils étaient pas compatibles et il pouvait pas lui apporter la réassurance qu'elle recherchait, parce qu'elle en recherchait beaucoup. Je pense qu'elle en recherchait beaucoup. Elle voulait la sécurité du mariage, elle voulait les enfants directs, ils avaient pas le même rythme. Et voilà, et ça a cassé. Et un truc qu'il a dit, parce qu'il était dans le fameux podcast avec Kim et Yannick, c'est que Julie, elle avait beaucoup de mal aussi à ce qu'on lui dise non et qu'on n'accède pas à toutes ses demandes, en fait. Un peu comme Tatiana. Parce qu'elle a très peur du rejet, très peu de l'abandon, et donc tout ce qui ressemble à ne pas l'accepter, elle avait beaucoup de mal à le vivre. Et voilà, donc ça a cassé entre eux, mais moi, ça m'a pas étonnée. Parce que je sentais que elle attendait beaucoup de lui. Et j'aurais vraiment voulu que ça fonctionne, ils étaient très mignons, mais il aurait fallu qu'elle lâche un peu. Et dans les deux cas de Yannick et Charles, ce qui a fait péter le truc, c'est que les deux ont demandé un peu d'espace pour respirer, et les femmes l'ont mal pris. Et moi, je me dis, mais franchement, en fait, c'est un truc de malade de rencontrer quelqu'un il y a 4 semaines
de te fiancer, de te marier en 6 semaines, est-ce que tu as même eu le temps de prendre ton souffle et de savoir qui tu es et comment tu vas t'organiser? Bien sûr que tu as besoin de temps pour toi. Enfin, moi, je trouve pas ça du tout choquant. Mais dans les deux cas, elles l'ont mal pris. Même Tatiana a dit, on est mariés, tu dors pas dehors. Bref, si on est mariés, tu dors pas dehors, mais là, ils étaient même pas mariés. Donc voilà, donc je pense que beaucoup de fragilité de ce côté-là. Ensuite, on a Vanmi et Sabrina. Bon, là, pas grand-chose à dire, hein. En fait, au moment du mariage, Vanmi, comme il est trop beau. Vanmi, c'est mon chouchou, c'est le seul que je suis sur Instagram parce qu'il est tellement adorable. Tout le monde l'adore, mais il est tellement chou. Comment ne pas l'aimer? Et Sabrina, moi, j'ai de l'appréciation pour Sabrina, franchement, même si elle a ses insécurités et tout, elle a l'air d'être une femme très intelligente parce que je l'ai suivie un petit peu sur les réseaux et j'aime bien comment elle se positionne et tout. Et donc, Vanmi et Sabrina, ils sont allés au mariage. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux, my God. Et Vanmi a dit non. En tout cas, il a dit pas pour l'instant. Il a dit ils avaient besoin d'un peu plus de temps. Et donc, voilà, on se demandait, est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, pas se mettre ensemble, nanana. Finalement, à la réunion, on a vu qu'ils sont pas ensemble. Et en fait, ce qu'elle disait, Sabrina, c'est que Vanmi, il est assez réservé et qu'elle avait tout le temps l'impression de devoir le chercher pour avoir des interactions avec lui. Et Vanmi, il l'a pas dit de Sabrina, mais ce qu'on voit de Sabrina, c'est qu'elle a vraiment besoin d'être rassurée, elle a besoin, voilà, elle se sent un peu en insécurité, etc. Et lui, il est pas expressif comme ça. Et donc, ça collait pas trop. Ce que je peux comprendre, tu vois, ce que je peux comprendre. Mais les deux, ils sont très cordiaux l'un avec l'autre. Sabrina, elle a dit un truc dans un post que j'ai vu sur Instagram. On lui a demandé qu'est-ce qu'elle aurait fait différemment ou qu'est-ce qu'elle se serait donné comme conseil à elle-même avant de rejoindre l'émission. Et elle a dit de ne pas avoir peur de perdre la personne. Et là, je me suis dit, elle a compris la leçon. C'est-à-dire que vraiment, on sent qu'il y avait un arc de maturité parce que même comment elle parlait dans la réunion, c'était posé, c'était tranquille, il n'y avait pas d'animosité entre eux. Et on voit qu'ils ont compris en fait pourquoi ça n'a pas marché. Et que demande le peuple en fait? Que demander d'autre que d'avoir cette compréhension de pourquoi une relation n'a pas fonctionné pour toi, de façon à ce que tu te prépares à en recevoir une nouvelle. Plutôt que de te dire c'est la faute de l'autre, dire j'avais besoin de ça, moi j'étais comme ça, et voilà ce que je rechercherai dans la suivante. Donc eux, tranquille. Ensuite, bon, Cynthia et Jonathan, ils étaient plus ensemble depuis un moment, mais la surprise, Jonathan a une meuf qui aussi était dans les capsules, et c'est une des femmes qui a fait Love is Blind également. Et écoute... Visiblement, avec cette femme, ça a l'air d'aller. Il a l'air un peu moins étrange. Ils étaient clairement pas compatibles, Cynthia et lui, parce qu'ils s'appuyaient sur les boutons l'un de l'autre. Mais ce que j'ai vu avec cette nouvelle personne avec qui il est, c'est qu'il est beaucoup plus léger parce que elle est très marrante, en fait. La nouvelle fille, je me rappelle pas c'est quoi son nom. Karine, Céline, je me rappelle plus du tout. Peut-être ça n'a rien à voir avec ça. Et en fait, elle est très légère, elle est très marrante, elle prend tout à la rigolade. Et donc, du coup, il rigole beaucoup. Et donc, elle désamorce rapidement la tension. Et peut-être que c'est ça qui lui va à lui parce qu'il a ce côté tellement intense et je vais être respecté, je vais être machin, bim en face et il a quelqu'un de beaucoup plus léger. Donc peut-être que ça fonctionne. Donc c'est vraiment une question de compatibilité finalement. Et ben Cynthia, je pense qu'elle était contente pour eux. Mais pour moi, Cynthia, c'était vraiment... J'avais déjà dit dans un épisode, mais ce truc avec les limites, un peu rigide, un peu lâche, pas tout à fait clair. Mais en tout cas, elle aussi, je lui souhaite le bonheur, qu'elle trouve la personne qui lui correspond. Je pense que Cynthia, il faudrait quelqu'un de beaucoup plus carré, qui se laisse moins balloter à droite à gauche et qui, pour le coup, peut la dominer un petit peu, pas négativement, mais en mode où elle peut s'abandonner à la personne. Elle doit avoir quelqu'un qu'elle n'est pas en mesure d'écraser dans tous les sens du terme. Et c'était clairement pas Jonathan. Et la surprise, c'était qu'on a appris qu'il y a un couple qui s'est effectivement fiancé, mais qu'on n'a pas montré dans Netflix. Ils s'appellent Anaïs et Stan. Ils sont encore ensemble, donc c'est le seul couple qui est encore ensemble, mais ils n'ont pas été filmés. Et les gens font, mais pourquoi ils n'ont pas été filmés? Mais moi, je vais vous dire direct, ça arrive dans quasiment chaque saison, qu'il y ait un ou deux couples qui n'ont pas été filmés, si il y a trop de couples déjà qui partent en lune de miel, qui partent là, vous voyez, le mariage, là, ils ont été au Maroc et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils peuvent pas filmer plus de 4 ou 5 couples à la fois, et choisissent toujours ceux avec le plus de drama. Et donc, s'il y a un couple où ça a l'air d'être fluide, tranquille, pas d'accro, pas de drama, pas de triangle amoureux, rien, et qu'il y a 4-5 autres couples qu'on doit montrer, ils vont montrer ceux avec le plus de drama. Voilà, c'est tout. Et donc, Anaïs et Stan, ils ont l'air très mignons. J'avoue, j'ai pas creusé davantage, mais ils ont l'air vraiment adorables. Ils sont ensemble encore, donc ça fait plus d'un an. Ils n'ont pas été à la réunion. En tout cas, peut-être qu'ils étaient dans le public. Et voilà, donc je suis contente pour eux parce que sincèrement, je pense que c'est mieux pour eux qu'ils aient pas trop été associés à ce groupe-là et qu'ils puissent vivre leur amour de façon discrète, calme, à leur rythme, en montrant ce qu'ils veulent. Sincèrement, pour le coup,
Voilà, à part si eux aussi voulaient être influenceurs sur Instagram, mais franchement, peut-être qu'ils ont échappé belle parce que cette saison, elle était pas top, quoi. Franchement, je sais pas, je trouve que la conclusion, j'en parlais avec mon chéri et la sensation que j'ai, c'est que la plupart des filles, je vais pas dire toutes, mais en tout cas, la plupart, elles avaient une énergie un peu de petite fille qui recherche un papa. Désolée, hein, mais j'avais vraiment cette sensation que ce qu'elles recherchaient, c'était pas forcément un partenaire de vie égal, c'était quelqu'un qui prenne soin d'elles, qui les chouchoute, qui les valide, qui soit là pour elles, qui machin. Mais que elles-mêmes, elles se sont pas positionnées en qu'est-ce que j'apporte dans le partenariat. Vous voyez, peut-être que c'est parce qu'il y a certains stéréotypes de genre qui sont vachement encore présents, je ne sais pas, mais j'avais pas l'impression que c'était des femmes qui cherchaient des partenaires de vie. J'avais l'impression que c'était des femmes qui cherchaient des gens qui pourraient prendre soin d'elles. Mais déjà, tu peux prendre soin de toi déjà, et dans quelle mesure tu vas prendre soin de l'autre, ça c'est intéressant. Et puis les hommes, ils étaient tous très variés. J'ai pas grand chose à dire sur eux et je suis un peu vexée de pas avoir des choses à dire sur eux parce qu'en général j'ai toujours des choses négatives à dire sur les hommes. Mais cette fois-ci, ils ont tous été genre embarqués dans une espèce de tourbillon chelou. Et bon, j'ai mes opinions sur chacun, mais je peux pas les catégoriser tous dans un même panier parce qu'ils sont tous assez différents. Mais les meufs, elles avaient cette espèce de point commun de rechercher qu'on prenne soin d'elles à tout prix, quoi. Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est pas forcément ce que tu recherches dans un mariage, en fait. Tu recherches normalement un partenariat, une équipe, le fait qu'on soit là pour toi, mais d'être là aussi pour l'autre et de bâtir et de construire quelque chose de nouveau et de différent qui va t'éloigner de ta réalité actuelle, au final. Voilà, donc c'est ma conclusion pour Love is Blind France, pour le meilleur et à l'aveugle. Pour moi, cette saison n'était pas un succès, c'était un shit show. C'était ouf. Il y a Love is Blind US saison 9 qui a commencé et c'est aussi très bizarre et je pense pas que je vais la regarder parce que j'ai regardé un épisode et c'est très étrange. Donc je vais faire une pause et je vais aller regarder des séries, des comédies romantiques et lire des bouquins à partir de maintenant. Ok, c'était tout pour moi. Écrivez-moi sur Insta pour me dire si cette analyse vous a parlé, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Moi, je suis ouverte au débat. Moi, je suis qu'une personne qui raconte sa life et dit son opinion, donc je suis très curieuse d'avoir la vôtre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!